Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous dominical des chansons de ma vie. Aujourd'hui, notre invité est un homme plutôt rare en interview. Cela me fait d'autant plus plaisir de pouvoir le rencontrer. Il est comédien, metteur en scène, auteur, directeur de théâtre et même chanteur. C'est un homme passionné et engagé. C'est Charles Berling qui nous fait le bonheur d'être à notre micro aujourd'hui. Bonjour Charles, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci, je suis ravi d'être ici. Charles, votre actualité, elle est théâtrale. Depuis le 22 février, vous avez repris pour 60 représentations la célèbre pièce de Jean Cocteau, Les Parents Terribles, au Théâtre Hébertot à Paris. Alors, avant que nous rentrions dans l'histoire même de cette pièce, j'imagine que là, émotionnellement, ça doit être quelque chose pour vous de jouer avec votre propre fils, Émile, sur scène. Ah oui, bien Ça se passe sûr. comment? Ah ben ça se passe bien, ça se passe très très bien. Moi j'étais ravi je veux dire, il avait jamais voulu faire du théâtre, il a tourné dans des films, des séries, mais le théâtre, il voulait pas. Et quand j'ai reçu la pièce de Christophe Berton, j'ai envoyé immédiatement la pièce à Émile, je lui ai dit, il faut que tu lises ça. Et après, ça a fait son chemin, il a passé les auditions et puis il a été pris. Il a passé Et des auditions comme tous les postulants. oui, parce que Christophe ne le connaissait pas comme acteur, sinon au cinéma, mais il savait pas comment ça se passerait au théâtre, donc il a voulu tester, voir. Ce test était concluant et après, disons que pour le père que je suis, d'avoir mon fils quand on commençait à jouer, me regardait avec des yeux pleins de lumière en me disant mais c'est génial le théâtre en fait, c'est super. Alors je lui disais bah je te l'avais dit. mais, mais bon donc c'est une façon de se retrouver. On avait déjà tourné ensemble dans Oui. des films, mais jamais au théâtre. Et le théâtre évidemment, comme on le sait, c'est un artisanat qui demande tous les soirs de la présence et qui, je crois aussi, même pour le jeune acteur qu'il est, ben propose un entraînement, on propose le théâtre, c'est l'art de la continuité, du travail quotidien, donc c'est beau. Ce qui est étonnant aussi là, parce que vous auriez pu jouer dans la même pièce deux personnages qui n'étaient pas unis par ce lien. Vous êtes dans la pièce son papa et c'est votre fils. Donc c'est ça qui est Oui, amusant. mais moi j'ai toujours cru et j'aime qu'au théâtre, eh bien, il y ait des cloisons un peu fines entre la réalité et la fiction. C'est toujours beau, c'est toujours important. C'est-à-dire quand on se lance dans un rôle, c'est important de comprendre là où eh bien, la fiction imprègne la réalité et vice-versa. Alors Charles, je parle sous votre contrôle. Elle est parents terribles. Cocteau l'avait écrite à l'époque pour faire une pièce de boulevard aux critiques qui lui reprochaient parfois un Son côté, voilà, un intellectualisme. côté un peu intello. Il répond avec ce spectacle où il décide de reprendre tous les codes du vaudeville. Alors, ces codes du vaudeville, c'est une famille quelque peu dysfonctionnelle, un petit peu décadente. Le père et le fils, donc le père que vous jouez et votre fils Émile, sont tous les deux amants de la même femme. La mère ultra possessive, amoureuse de son propre fils, qu'elle ne se résout pas à laisser partir. Euh, on va tout de suite donner la distribution en n'oubliant personne. Donc il y a Muriel Mayette-Holz, il y a Absolument, qui Maria fait de une Medeiros, Yvonne Émile merveilleuse. Berling, votre fils, Lola Créton et vous-même sur scène. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Charles? J'imagine que les propositions ne manquent pas. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que vous acceptiez ou pas de rentrer dans une aventure théâtrale? Eh bien, c'est vrai que j'ai la chance qu'on me propose pas mal de choses au théâtre, mais là, ce qui m'a plu, c'était que Christophe Berton, que je connaissais déjà depuis un moment, je me suis dit: «Tiens, on va travailler ensemble» et puis ensuite, le fait que je puisse faire du théâtre avec, Émile et puis c'est mes partenaires qui sont Muriel Mayette, Holtz ou Maria de Medeiros que je connais. Oui. Ce sont des actrices que j'aime énormément, avec qui je n'avais jamais joué sauf Maria et en 1988, donc ça remonte avec Georges Lavelli au Théâtre de la Oui. Colline. Mais donc, et puis Lola Créton que j'ai découverte. Donc c'est ça qui me pousse. Et puis j'ai trouvé vraiment formidable de la part de Christophe Berton de remettre à l'honneur cette pièce parce qu'elle Oui. était un peu, je dirais, oubliée depuis sa création, qui pourtant a été un beau succès, Qui même a fait s'il y a couler beaucoup eu d'encre à une odeur, l'époque. oui, il y a eu une odeur de scandale, mais c'est une pièce qui n'avait pas été reprise. Et quand enfin, je dois dire que là, à la jouer, on s'aperçoit que c'est une œuvre vraiment, Actuelle. non seulement actuelle, mais une œuvre majeure, une grande pièce, parce il arrive, bien sûr, il utilise, et ça commence comme
ça les codes du boulevard, du vaudeville, mais progressivement, il ne peut pas s'empêcher, au fond, d'aller dans ce qui fait la force, la grandeur de Cocteau, c'est-à-dire une approche de l'humain, une approche de la condition humaine, des relations humaines extrêmement subtile, à la fois très cruelle, à la fois très, très forte, mais en même temps une approche tout en nuances, C'est ça. c'est-à-dire décrire les gris qui nous habitent tous. C'est toujours fait Est-on avec méchant, élégance, est-on gentil? Eh ben, on est toujours un peu les deux. entre les deux, tout Comme à le fait. dit le personnage de Maria de Medeiros, est-ce que l'avare est toujours avare? Est-ce que le peureux est toujours peureux? Ben non. Et la vérité est souvent entre le gris clair et le gris foncé. Exactement. Et donc, c'est ce qui fait, au fond, la force détonatrice de la pièce, c'est qu'il arrive. Bon, alors là, vous venez de décrire vous avez décrit le rapport mère-fils, mais Oui. là, le rapport mère-fils que décrit Cocteau, c'est au-delà du langage. C'est-à-dire, enfin, elle le dit d'ailleurs, Muriel, à un moment donné, dans son rôle, elle dit, eh ben oui, je suis amoureuse de mon fils. Quelle mère n'est pas amoureuse de son Son fils? fils. Bon, alors, on sait Alors, à quel point il y a des blagues là-dessus. Alors, surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait là une véritable projection de Cocteau. C'est-à-dire que lorsqu'il crée cette pièce en 1938, Cocteau est un homme qui a déjà un certain âge. Jean Marais est une jeune figure montante. Il est beau comme un dieu. Et ce rapport entre cette mère qui aime son fils, cette mère qui est dépendante à l'insuline, et ce fils qu'elle aime plus que tout, c'est le rapport, en fait, de Jean Cocteau, le rapport amoureux de Jean Cocteau avec Jean Marais. Oui, comme tous les grands auteurs, il a su aller puiser dans sa réalité eh bien, les éléments qui vont fabriquer sa pièce. Et qui vont Euh, l'aider à être juste. Bah oui, tout à fait. Donc c'est ça qui est fort et qui rend la pièce si attrayante. C'est qu'elle a, et je pense qu'il a aussi puisé, comme Beckett l'avait fait en son temps, Oui. dans la réalité avec sa propre mère, n'est-ce pas, avec son univers familial. Donc je pense que tout se mélange, mais il arrive à synthétiser ces rapports, à les exagérer, disons un tout petit peu, et encore. Pas Mais tant que ça. bien, en tout, et avec la grâce de son écriture, qui est quand même une grande écriture désormais classique, eh bien, Bien sûr. il nous fait aller du rire aux larmes. Il nous dépeint cette mère qui va doucement aller vers son drame, parce que il est difficile pour des parents de voir les enfants grandir. Et ça, c'est vrai. Alors, justement, pour vous, Charles, reprendre ce rôle de Georges, jadis incarné par Jean Marais, ça doit pas être évident ça doit mettre une petite pression quand même de reprendre un rôle quand on sait qu'il y a des figures aussi iconiques qui ont joué cette pièce avant ça. De même il a commencé par jouer le rôle de Oui, Michel, il a c'est-à-dire il commencé a par joué jouer le le rôle rôle du du fils, tout fils, à fait. et ensuite, eh bien, bon, sans doute mu par cet amour indéfectible, éternel, qu'ils se sont voués l'un à l'autre avec Cocteau. Eh bien, après, il a joué le rôle du père. D'ailleurs, c'est l'occasion de rendre un hommage vibrant à cet acteur magnifique qui Oui, était Jean Marais, que j'ai connu sur la fin de sa vie et qui était un homme absolument admirable, délicieux, et qui a été complètement, disons, assimilé, qui a été un des piliers de l'œuvre bien cinématographique et sûr. théâtrale de Cocteau. Donc, il a joué les deux rôles, et je dirais que non, c'est très agréable, c'est très beau de reprendre des rôles désormais classiques à travers le film, on le connaît plus, mais au théâtre. Et d'ailleurs, j'ai ma grand-tante de 101 ans, Oui, Jacqueline Houdard, qui va venir voir la pièce et qui avait vu la pièce à c'est l'époque. génial. Oui, ah bah ouais, ça me touche beaucoup. C'est-à-dire, c'est là où on voit que le théâtre, à travers la pérennité des œuvres et l'éternelle régénérescence, puisque d'autres acteurs, d'autres metteurs en En scène, scène, redonne une voilà, nouvelle et un lecture. nouveau public, eh bien, redécouvre l'œuvre et il redécouvre disons, l'état même de l'humanité, c'est-à-dire qu'est-ce que les rapports familiaux, qu'est-ce qu'une bourgeoisie, et là en l'occurrence un peu décadente, Oui. et qu'est-ce que la volonté farouche de liberté des jeunes gens.
Les grandes œuvres, elles sont éternelles. Oui, j'ai vraiment. Et donc, c'est une joie, un honneur, une fierté, et il n'y a pas de complexe à avoir. Non, Aujourd'hui, nous reprenons de cette petites pièce pressions, de petites avec émotions. notre. Non, hier, on a eu c'est la première au Théâtre Héberto, et je dois dire que on était vraiment très, très touchés parce que les gens nous disaient tiens, j'avais lu cette pièce, mais de la voir incarnée, de la voir en chair et en os, eh bien, là, je la comprends. Et moi, je dirais que C'est un ça, beau compliment, c'est ça. le plus beau compliment qu'on Bien puisse sûr. faire à des gens de théâtre quand ils sont sur scène, enfin en tout cas quand ils en sortent, c'est-à-dire que l'incarnation, même le fait qu'on se soit approprié cette écriture, ces rôles, eh bien c'est ça qui donne la vie à une pièce qui sinon, eh bien elle dort dans des bibliothèques, mais elle était faite Euh, pour être réexposée. Et moi, je suis très heureux qu'on la joue jusqu'à fin avril parce qu'on va, je crois, beaucoup s'amuser avec le public. Alors, Charles, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu, via l'entremise de votre attaché de presse, l'excellent Pierre Cordier. Absolument, qu'on Vous peut avez eu saluer aussi. vous avez eu la gentillesse de me livrer quelques chansons qui ont marqué votre existence. Et nous allons comme ça, durant une petite heure d'une conversation à bâton rompu, nous promener au gré de vos préférences musicales. Alors, mais tout d'abord, je voudrais... Pierre Cordier, je le rappelle, qui Oui, a lui aussi connu très bien Jean Marais, Edwige Feuillère, et donc qui est qui, lui-même une mémoire vivante, une une encyclopédie encyclopédie. théâtrale. Tout à fait. Et Il, alors, il- je me il- régale à écouter ces histoires. il ne fait pas que défendre les artistes, Non, il les oh, connaît il vraiment. les connaît depuis longtemps et je dirais de très près. Alors, je voudrais tout d'abord rappeler, on ne le sait pas forcément, que la chanson, vous faites beaucoup plus que de l'écouter, la chanson. Vous en écrivez. Vous en écrivez, et comme ça, il y a eu comme ça, il y a quelques années, un album, en 2012, je crois, qui avait été suivi d'un spectacle à Ah oui, l'Européen. je l'ai beaucoup tourné. J'ai adoré avec le petit orchestre. On était quatre musiciens. J'avais quatre musiciens. J'ai adoré, disons, presque plus. Un album, c'est pas technique, mais un album, il y a tout un travail en studio que j'aime beaucoup. Mais c'est pendant je suis un homme de scène, alors c'est au moment où on chante devant les gens Que la vérité que est là. pour moi, c'est là que quelque chose se Se passe. passe de très essentiel. L'album s'appelait Jeune chanteur, c'était en 2012. Moi, je vous avoue, autant j'étais pas passé à côté du spectacle, autant cet album, je ne l'avais pas écouté entièrement. Donc j'ai eu le plaisir, en préparant cette émission, d'écouter quelques chansons de cet album. Vous en avez écrit toutes les paroles sur des compositions, entre autres de Bertrand Burgala, de Carla Bruni, qui en avait fait donc les Mhm. musiques, Ou de euh, Philippe Jacot. ou de Philippe Jacques aussi. Et moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on écoute, parce que, bon, encore une fois, je suis pas sûr que les auditeurs vous connaissent en tant que chanteur. Écoutez cette chanson, Les Mains. Les Mains, c'est Charles Berling qui chante. Les Mains, Charles Berling, dans les chansons de ma vie sur Radio J. Charles, je crois savoir que cette chanson, vous l'aviez chantée devant Charles Aznavour. Ah oui, alors ça, c'est un de mes plus beaux Et souvenirs de racontez-nous ça. chansons. Oh, bah génial, je sais plus, je faisais une émission à la télé et il était là parce que lui-même, il venait de passer ou il allait passer. Et donc, j'ai chanté dans l'émission la chanson. Et alors, après, on en a parlé parce que Il avait écrit, je crois d'ailleurs, lui aussi. absolument, il m'a dit ah une moi chanson aussi sur les j'avais mains. écrit une chanson sur les mains il me dit ah bah c'est très bien dites donc alors là j'aime beaucoup ce que vous avez fait enfin ces compliments m'ont touché au cœur parce que c'est un chanteur absolument Un maître. un maître inénarrable un grand de chez grand donc c'était très plaisant de chanter devant lui parce qu'il écoutait au moment où je chantais. J'ai même fait aussi écouter une des chansons qu'avait écrite Burgala. À Patrick La- Bruel, je crois. ah non, à Patrick Bruel, bien sûr. Et Patrick, il avait beaucoup aimé les mains, Oui. d'ailleurs. Non, parce que comme on tournait le prénom en même temps que Oui. moi, je finissais cet album, bah évidemment, j'allais voir Patrick, je lui disais, qu'est-ce que t'en penses? Il avait dit, ah mais c'est vachement bien. Et puis il m'avait dit, les mains, c'est ton tube. Mais je l'avais aussi fait écouter une chanson qui n'est pas dans l'album, Oui. mais que j'aime beaucoup, à Johnny Hallyday, parce que j'avais été le voir au théâtre à Édouard VII Oui. et donc, je lui dis, tiens, tu veux pas écouter cette chanson? Il était très sympa, Johnny. Vraiment, c'était un être Délicieux. absolument merveilleux. Je l'avais déjà croisé plein de fois. On avait dîné ensemble et tout. Et puis là, puis il m'avait dit, bah ça tombe bien parce que là, regarde, dans sa loge, il avait un petit truc pour écouter les CD, un peu à l'ancienne. Et puis hop, il a écouté jusqu'au bout.
Et c'est une très belle chanson. Il n'a pas eu d'ailleurs, envie de mais la que j'ai chanter. jamais publiée. Comment? Johnny n'a Et pas eu puis envie de vous la finalement, piquer. non, après, je sais pas, non, avec son équipe, il m'a dit, bon, ben, enfin, voilà, non, non, mais c'est peut-être une chanson un peu noire sur la fin de vie, donc c'était peut-être pas ça qu'il voulait chanter. Et cette envie de chanson, Charles, elle vous vient d'où? Ah ben, de toujours. Moi, j'ai commencé, je suis un être un peu polyactivité, je fais Oui. beaucoup de choses en même temps. J'ai commencé comme ça, à faire des films en Super 8, à jouer au théâtre au lycée, et puis en même temps, on prenait nos guitares et on grattait les chansons de Graham Allwright, Brassens, Brel, évidemment Léo Ferré. Et voilà, Des artistes dont nous allons on avoir était, l'occasion de reparler durant voilà, cette émission. nous étions toujours avec une guitare à la main et on chantait beaucoup. Donc après, bon, je me suis plus orienté vers l'art dramatique directement, ou après le cinéma, la télévision, mais j'ai jamais perdu cette joie au fond de chanter. Donc j'ai toujours pris des cours de chant, j'ai toujours aimé avoir voilà, Non, mais que vous sachiez professeurs. chanter, c'est bien, mais que vous sachiez écrire, parce que j'ai vraiment lu vos textes. Ils sont sacrément bien écrits, ces textes. Ah oui, Et c'est pas donné à tout le monde, ça. Non, c'est-à-dire, j'ai commencé à un moment quand je fréquentais Carla Bruni qui écrivait ses premières Oui. chansons, et donc nous discutions beaucoup avec Carla eh bien, de qu'est-ce qu'une comment écrire un texte pour raconter une histoire en 3 minutes. Parce que c'est ça la chanson, c'est ça qui est délicieux dans l'écriture d'une chanson, c'est comment trouver les mots pour que Un on petit puisse scénario de 3 suivre. minutes. Voilà, et donc j'ai commencé à me poser les questions à ce niveau-là. Puis après, progressivement, j'écrivais. Puis un jour, je suis allé voir Bertrand de Labbé, j'avais des paroles, j'ai dit, vous voulez pas donner ça à des chanteurs? Et puis il m'a dit, ah mais c'est bien vos textes et tout, mais pourquoi vous les chantez pas vous? Alors je me suis dit, bah il a raison, après tout, je vais. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé. Et au théâtre de l'Européen, arrêtez-moi si je dis une bêtise, je crois savoir qu'en première partie, il y avait quelqu'un que j'avais remarqué, moi, une Oui. jeune artiste qui s'appelle Vanille, Oh, et qui fait Vanille. une très jolie carrière depuis. Absolument. Et vous l'avez, je crois que c'était ses premiers pas sur scène à vos côtés. Tout à fait. Elle commençait à ce moment-là. Elle écrit très très bien, Vanille Oui. aussi. Et là, je suis très heureux de voir que ça décolle et que c'est une fille qui a, c'est un soleil en elle-même. C'est vraiment quelqu'un Totalement, que, c'est une bonne oui, définition. c'est vrai. Elle a Vanille. Déjà, elle a un nom très sucré. Elle est, Qui porte au voyage et et au elle est, soleil. enfin, c'est pas. D'ailleurs, elle est venue voir la pièce hier. Elle était absolument enchantée, donc j'étais ravi. Mais non, c'est une super chanteuse et qui la décolle bien. Ça fait super plaisir. Alors Charles, on va revenir à votre enfance. Un papa médecin, militaire, une maman qui est prof de français. Vous grandissez au gré des affectations de votre père entre Paris, Toulon, Brest, Tahiti. On écoutait quoi à la maison en chanson? On écoutait quoi chez vous? Bien, on écoutait Aznavour, on écoutait Brel, on écoutait. Mes parents écoutaient pas tellement. Nous, c'était, enfin, Léo Ferré, par exemple. Ils étaient plutôt de droite, donc non, c'était pas. Oui, Mais où ma mère adorait Marie Laforêt, oui, oui. et moi aussi d'ailleurs. J'ai vraiment. Donc on écoutait les Barbara aussi. Des gens Barbara dont nous était allons avoir absolument. l'occasion de reparler Donc, durant cette émission. mais après plus tard, les Souchon, les Julien Clerc, tous ces chanteurs Les grands classiques de la chanson voilà, française. sont entrés, des chanteurs plus jeunes. Mais ah oui, il y avait un grand classique chez moi, c'était Gilbert Bécaud. D'ailleurs, qui a, hop, tout d'un coup, la filiation avec Julien Clerc, enfin, Les mains, la les mains, suite, enfin, ils se sont bien c'est aussi connus, Julien une. Clerc Bien sûr, et Bécaud. c'est Beko Et qui. Bécaud, je vous le signale, Oui, et de Toulon, où nous étions. bien sûr. Et Là, vous êtes c'est un directeur Toulonnais. aujourd'hui d'un théâtre à Toulon. Exactement, comme Et, quoi, tout et, se... et Beko a chanté une chanson qui s'appelle Mes mains, qui est magnifique aussi. Donc vous voyez Ah, comme quoi, il y a vraiment beaucoup mais bien de, sûr, il y a beaucoup de correspondance au sens baudelairien du terme, quoi. complètement. À 14 ans, nous allions à l'Opéra de Toulon voir Georges Brassens, et j'ai gardé très longtemps, d'ailleurs, un petit mot de Georges Brassens. Vous allez nous raconter ça après, si vous voulez, parce on va l'évoquer. Mm. Charles, vous êtes né en 1958, le 30 Ah avril bon? précisément. Alors, est-ce vrai, je me méfie toujours de ce qu'on peut trouver dans des bios, il y a parfois des bios un petit peu frelatés. Est-ce vrai que votre Non, prénom Charles, vous le devez au grand De Gaulle? oui, parce que je pense que mes parents étaient d'une génération qui ont profondément aimé le général de Gaulle. Et c'est comme ça que je suis né en 58, donc voilà, on peut imaginer. Enfin, Le mes retour parents aux affaires du grand Oui, Charles et votre venue au monde, quoi. oui. Euh, à quel moment vous avez su que le théâtre allait être
votre vie? Disons que il n'y a jamais un moment où je me suis dit: «Je vais faire du théâtre», parce que je faisais du théâtre. Au fond, il y a eu des professeurs au lycée du Mont-d'Urville qui ont eu la grande, je dirais, grâce de fonder, une Un club sorte de théâtre? club de théâtre. Mon frère aîné Philippe y était. J'y suis, naturellement allé, puisque j'avais beaucoup de mal à rester tranquille sur un siège d'école, et Oui, vous, donc vous dites même que vous avez vécu l'école, je l'ai noté parce que je trouvais la formule jolie. Vous avez vécu l'école comme un espace de non-liberté. oui, comme c'est-à-dire, je subissais le savoir, j'étais contraint, et je n'ai j'avais parfois des moments de joie, mais ils étaient trop rares, et donc grâce au théâtre et grâce à ces professeurs magnifiques, eh bien, j'ai compris que la littérature, le savoir, la culture en général, eh bien, ça pouvait passer par de la joie, aussi par de la peine, hein, n'est-ce Bien pas? sûr. Quand on joue au théâtre, il y a des moments qui sont douloureux, qui sont difficiles, mais j'ai pu entrer, disons, dans le monde de la culture, Et de la connaissance. parce que physiquement, eh bien, j'étais traversé par les mots. Ça n'était pas une sorte de... Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de Cocteau et de ce qu'on pourrait reprocher d'intellectualisme. Bon, ben, Oui, moi, j'ai toujours trouvé que on pouvait être un intellectuel et être extrêmement physique. Et c'est le théâtre le prouve par excellence. C'est-à-dire, c'est l'art physique par excellence. La musique est comme ça aussi. C'est-à-dire, ça passe par le corps bien sûr. des instrumentistes. Donc, il faut arrêter de penser que parce que quelque chose est beau et complexe, eh bien, c'est forcément de l'intellectualisme. Et que tout ce qui serait simpliste, eh bien, là, Ce serait populaire. ça devient populaire. Non, c'est faux. D'ailleurs, les grandes œuvres, il y a des grandes œuvres populaires qui sont extrêmement sophistiquées. Et moi, j'ai toujours pensé que, aussi bête que je sois, eh bien, je peux comprendre Jean Genet, je peux comprendre des penseurs comme Heidegger, comme Hannah Arendt, comme je peux Hannah penser Arendt que aussi. vous avez mise en J'ai scène. le droit. Comment? Hannah Arendt que vous avez mise en scène. Oui, Hannah Arendt, et maintenant d'ailleurs on travaille avec Bérengère Varluzel sur Montessori. Donc on avait fait ce spectacle avec Bérengère, qu'elle tourne toujours là, Oui. qui tourne, qui est une merveille, parce que les gens sont en larmes d'écouter les textes de Hannah Arendt aujourd'hui, c'est-à-dire de voir à quel point elle était à la fois sensible, comment elle nous parle, eh bien, du monde d'aujourd'hui, du XXe siècle, où elle était, où elle écrivait, d'où elle écrivait ses textes. Et avec Bérangère, aujourd'hui, on travaille sur un autre projet, disons, un peu similaire, mais là, c'est pour faire parler Maria Montessori. D'accord. Montessori, on connaît l'école. Oui. Bien sûr, tout le monde La connaît ce méthode, nom, oui. Oui. mais on ne connaît pas la puissance du récit de sa vie, c'est-à-dire comment... c'est la première médecin en Italie, la première Femme femme médecin médecin en Italie. En Italie, tout à fait. Comment elle s'est développée, comment elle a travaillé, comment elle a compris et les enfants et les vieux. Et ça, je dois dire que les textes, bon voilà, donc on travaille Donc là, là-dessus. c'est le prochain projet. Est-ce qu'on peut dire, sans être pompeux, sans faire du lyrisme à bon marché, est-ce qu'on peut dire que le théâtre, ce club théâtre, vous a un peu sauvé la vie? On peut le dire totalement. Pour moi, le théâtre m'a sauvé, parce que j'étais un enfant un peu inadapté à À scolaire? la norme scolaire, et le théâtre m'a donné profondément l'envie d'apprendre, parce que le théâtre, c'est un endroit où l'on apprend. Si l'on ne veut pas apprendre, il ne faut pas faire du théâtre. Le théâtre, c'est toujours une leçon d'humilité. Je me souviens quand je tournais Ridicule avec Oui. Jean Rochefort en parlait de ça avec Jean, et il me disait être acteur, c'est assumer d'être ridicule à certains moments, c'est-à-dire assumer des échecs. Et apprendre, c'est aller vers des échecs. Ça n'est pas aller seulement vers la réussite. Laissez ça aux gens qui veulent faire juste du bénéfice, du commerce ou de l'argent. Et c'est autre chose. Lorsque vous annoncez à vos parents que vous souhaitez embrasser le métier d'acteur, c'est quoi leur réaction? Bien, au début, ils étaient quand même pas très rassurés, comme souvent, et en même temps, j'étais un peu perdu pour la cause des études, donc ils se disaient, on était 6 enfants, donc quand des parents ont 6 enfants, ben, quand il y a
il y a un vilain petit canard, Philippe, mon frère, qui a quand même fait du théâtre. Il a joué le jeu en faisant maths sup, en faisant Qui en fait toujours en d'ailleurs. faisant. Oui, il Vous en fait dirigez avec toujours. lui Non, le Théâtre oui, Liberté. oui, absolument. Mais il avait commencé un cursus plus normal. Et puis moi, j'arrivais derrière et j'étais considéré comme. Je faisais toujours l'idiot en famille. Et donc, j'étais perdu pour la cause des hautes études. Donc ils se sont Et dit, allez, c'est allons-y. ainsi qu'on m'a lâché dans le monde. Enfin, on a. Bon, voilà. Et puis, je crois que j'étais suffisamment déterminé. Mes parents et ma mère aussi. Ma mère était une femme qui avait un grand sens artistique. Et donc, quelque part, je pense qu'ils étaient aussi un peu Heureux, contents heureux. de voir qu'on s'épanouissait. Ils venaient voir nos premiers spectacles quand on faisait à 15 ans dans les MJC. On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui, mais c'était les maisons de la culture. Maison des jeunes et de la Et culture. voilà, Maison des jeunes de la culture. Bon, ils venaient nous voir et puis c'était, au fond, ils étaient heureux. Alors, Charles, la première chanson que vous avez choisie dans ce programme, elle est interprétée, c'est amusant, par quelqu'un qui, à l'époque, a joué la pièce que vous jouez actuellement, Les Parents Terribles. Oui, en 1946, au Théâtre du Gymnase, le jeune Serge Reggiani incarne Michel dans cette pièce, et c'est le rôle que joue précisément votre fils Qui est Émile un rôle aujourd'hui. merveilleux parce que Michel, c'est vraiment c'est vraiment l'expression pure de la plus grande naïveté. C'est-à-dire, il croit tout ce qu'on lui dit. Et ça, c'est un personnage magique. Alors, de Serge Reggiani, vous avez choisi Les loups sont entrés dans Paris, une chanson écrite par Albert Vidali, composée par Louis Bessières. Alors, il y a deux lectures de cette chanson. Pendant longtemps, on a cru qu'il fallait y voir une allégorie de l'avancée des troupes allemandes envahissant la France et Paris. Et puis, confirmé il y a quelques semaines par son petit-fils que j'ai eu le bonheur de rencontrer, Ah oui? le petit-fils de Serge Reggiani, il m'a dit, mais non, mais écoute bien, mon grand-père à la radio avait déclaré que ça n'avait rien à voir. Effectivement, Serge Reggiani, en 67, déclarait à la radio, cette chanson est née d'un fait divers. L'auteur Vidali, qui était un auteur, un écrivain assez prestigieux, a entendu à la radio, dans les années 60, l'entrée d'un loup à Madrid. Il y avait un loup qui était rentré dans Madrid, et de ce fait divers qui l'avait amusé, il avait écrit ce texte. Mais de là, il y a eu des extrapolations. On y a vu un hymne à la résistance, on y a vu, je le disais, l'avancée des troupes en 1940 dans Paris. Oui, tout à Mais fait. ceci n'avait rien à voir. On est vraiment très très loin de Oui, enfin, la cependant, résistance. comme toujours, c'est-à-dire que au fond, peut-être l'auteur précise ça, mais bien plus tard d'ailleurs, puisque enfin, on nous a laissé croire. On nous a laissé croire, lui, D'accord. Reggiani, Donc, et quand il et dit parce ça, que cette c'est en chanson, 67. les loups sont Non, entrés dans Paris. Et c'est- d'abord, c'est pas dans Madrid. non, c'est pas dans Madrid, mais Et ce c'est serait pas parti un d'un loup, fait c'est divers. les loups. Alors, Et bon, enfin bref. est-ce que Vidali s'est amusé après en Oui, je disant ça? pense. Mais est-ce que s'il doit être la vérité? Parce que ce qui est très beau dans l'histoire même de toute chanson, c'est comment on en arrive à telle ou telle parole. Moi, je sais que par exemple, Les Mains, qu'on a entendu tout à Oui. l'heure, eh bien, Les Mains, c'est une chanson que j'ai écrite quand je faisais du jogging dans la forêt. Et donc, le rythme même des mots, c'est le rythme de quelqu'un qui court. Si vous écoutez la chanson, les mains, les mains, les mains. Bah, je vais pas redire les paroles parce que je les ai oubliées, mais Et on vient de l'écouter en plus. on vient de l'écouter. Eh bien, réécoutez-la, disons. Eh bien, vous verrez que ça provient d'un homme qui court. Et Alors, cette chanson, Les loups qui sont entrés dans Paris et non pas dans Madrid, elle évoque quoi pour vous, cette chanson? Pourquoi bah, avez-vous tenu à écouter cette elle chanson-là? évoque ce que on n'a plus le droit sans doute de dire, mais elle évoque la débâcle, elle évoque le moment où les nazis rentrent dans Paris. Donc, pour moi, c'est une chanson de la défaite française, c'est une chanson du début des premiers grands succès horribles des national-socialistes allemands. D'ailleurs, moi, je prépare un spectacle avec Philippe Collin de France Inter, Oui. une espèce d'événement théâtral énorme, et on va chanter on va faire chanter par une chorale amateur cette chanson, parce que d'abord, c'est une chanson absolument magnifique, extraordinaire. La voix de Serge Reggiani n'y est pas pour rien, parce il a une voix qui nous bouleverse au plus profond. Serge Reggiani est pour moi un modèle au niveau de chanteur, quoi. Et quand on lui amenait un texte, il disait, vous n'amenez pas un texte à un chanteur, vous amenez un texte à un acteur. Qu'est-ce que je peux Ça, c'est jouer très bon. là? Qu'est-ce que je Excellent. peux jouer là? Excellent. Il ne se positionnait jamais comme interprète-chanteur, comme un homme du jeu. Moi, j'ai aucune voix. Par contre, qu'est-ce que tu m'amènes à manger? Qu'est-ce que tu amènes à manger à l'acteur? Et c'est vrai que toutes ces chansons réussies. Bah, c'est ça rejoint des Brel aussi. Brel, on voit bien que Brel, c'est quelqu'un qui interprète Bien sûr. profondément, de façon comme un acteur qui interprète ses textes avec
une force, une justesse. Et enfin, oui, il se livre corps et âme On à la est chanson. on n'est Et pas dans The Voice, on est ainsi vraiment de dans quelque Reggiani. chose, d'une incarnation, théâtrale. Bah, vous savez quoi? Moi, je vous propose qu'on l'écoute cette chanson, Les Loups qui sont entrés, non pas dans Madrid, mais dans Paris. On l'écoute. Merci beaucoup. Les Loups sont entrés dans Paris, le choix de Charles Berling dans les chansons de ma vie sur Radio J. Charles, en évoquant, Serge Adjani, je peux m'empêcher de penser à sa partenaire de Casque d'or, Simone Signoret, qui était tout comme lui et tout comme vous, un artiste concerné, un artiste engagé. Elle s'était proclamée, non sans humour, Simone Signoret, dans ses mémoires, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, de la race des signeurs, de ceux qu'on appelait souvent pour signer des pétitions, pour prendre parole. Est-ce que La vous- race des et signeurs. la race des signeurs. Oui. Et en lisant un petit peu, en parcourant et votre parcours, je me disais que cette appellation, elle vous allait bien aussi. Oui, mais moi je trouve important, je trouve noble, je trouve, elle le dit en plaisantant à ce Bien moment-là, sûr. mais Simone Signoret, comme Yves Montand, comme d'autres artistes, se sont impliqués dans la vie sociale et politique. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Arendt, c'est-à-dire oui, tout citoyen doit s'impliquer dans la vie sociale et politique, dans l'espace public. C'est fondamental, c'est très important. Et parfois, quand j'assiste à des, disons, défections, de convictions politiques de la part de certaines personnes aujourd'hui, ça m'attriste parce que je pense que bien, si vous ne pensez pas vous-même la politique, d'autres le feront pour vous. Et ils le feront pas Évidemment, forcément dans dans vos le bon intérêts. sens. Voilà, dans le bon sens. Donc, je pense qu'il est nécessaire dans toute société, bien que tout le monde prenne sa part de responsabilité politique. Vous dites d'ailleurs un acte artistique, un acte théâtral est forcément politique. Oui, en même temps, il n'est pas forcément un acte militant Non, mais politique, directement. mais Vous politique. voyez, par exemple, la pièce de Cocteau que nous jouons, Les Parents Terribles, c'est une pièce qui a une connotation politique. C'est bien ça pourquoi elle a fait scandale à l'époque, puisqu'elle décrit un état de décrépitude d'une certaine bourgeoisie. Et ça, les artistes ont un regard sur le monde. Alors, il ne doit pas être censuré, il doit exister, il doit être vibrant, mais il n'est pas forcément une démarche directement politique. Il est une démarche qui est je dirais même au-delà de la politique. Pour moi, c'est l'art n'est pas là pour prendre des décisions politiques, mais doit participer aux questions que À la nous vie nous posons politique. sur le monde, aujourd'hui, regardez l'état du monde, l'état des démocraties, l'état des autocraties, l'état des dictatures dans le monde. Bon, ben, à qui on s'attaque souvent en premier? Ben, aux artistes. Bien sûr, Regardez ce que fait Poutine avec les artistes russes. les empêcheurs de Eh tourner en rond. bien, il les chasse, Bien sûr. il les pourchasse, il les tourmente. Et donc, c'est pas pour rien, parce que la liberté de l'artiste, elle est fondamentale dans une démocratie. Charles, quand vous incarnez pour la télévision, quand vous incarnez le rôle de Robert Badinter euh, dans l'adaptation de ses œuvres, L'exécution et l'abolition, quand vous rencontrez Robert Badinter, qui a même été, je crois, jusqu'à vous prêter sa robe, enfin, jusqu'à vous donner sa robe Oui, oui, d'avocat, c'est vrai, oui. c'est forcément un acte, pas militant, mais un acte politique. Quand on prend parole dans la vie de la cité, c'est forcément un acte Oui, mais en même politique. temps, c'est le travail d'un acteur, c'est le travail d'un metteur en scène, Jean-Daniel Verhaeghe, pour faire un beau film, si vous voulez. On n'est pas là en se disant, il faut faire un message. Moi-même, là, dans la scène nationale que je dirige, Voilà. on fait faire des courts-métrages à des enfants. Ils sont encadrés, certes, mais c'est eux qui écrivent, c'est eux qui tournent, c'est eux qui jouent. Et je vous assure que ça donne des... Et à chaque fois, on prend un sujet brûlant. L'année d'avant, c'était l'antisémitisme. On peut travailler sur les questions du genre, de harcèlement à l'école, sur un certain nombre de sujets comme ça, fondamentaux, sociaux, mais ils font des films d'abord. Ils sont pas là seulement, entre guillemets, pour envoyer un message. L'art ne peut pas être réduit à un message politique, surtout pas. Ça n'est pas son rôle. Mais son rôle n'est pas non plus d'éviter absolument Absolument, tout ce qui fâcherait. bien évidemment. Alors, vous en parliez à l'instant avec votre frère Philippe, depuis quelques 10 ans, je crois, vous dirigez le Théâtre Liberté, une scène nationale à Toulon. Comment on fait une programmation et sur une saison? Alors, j'ai la chance, Philippe, lui, il est parti du théâtre il y a maintenant 5 ans, mais j'ai la chance de travailler avec une équipe
d'abord nombreuses. Une scène nationale, nous on a 6 scènes, on a même 7 scènes avec la scène virtuelle, puisque on a créé la septième scène, qui est une scène numérique, une scène qui n'est pas une scène virtuelle, donc qui n'existe pas. Mais sinon, on a 6 scènes. Donc entre Château-Vallon et Liberté, c'est la deuxième scène nationale de France en volume. Mais j'ai la chance de m'appuyer sur une équipe fantastique avec qui je fais la programmation. Alors c'est tout un équilibre entre vouloir évidemment remplir les salles, Oui. faire en sorte que ce que connaissent les gens, ils vont venir le voir, mais aussi faire découvrir des choses. Donc il faut prendre des risques, nous avons la chance, ces institutions, d'être subventionnées, et donc de ne pas être obligés de faire de l'argent. De la rentabilité à tout prix. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est ce que Hannah Arendt décrivait comme le bien public. C'est-à-dire l'espace public doit être aussi un espace qu'on défend parce qu'il n'est pas forcément mercantile. Et donc ça permet d'avoir des places qui sont pas chères, ça permet De faire de découvrir pouvoir des choses. faire découvrir des choses, de prendre des risques. C'est-à-dire on peut prendre des risques parce qu'on n'est pas obligé de remplir. Combien de théâtres privés doivent reprendre les œuvres qui ont marché parce que comme ça remplit leur caisse et tout. Bon, nous, on a cette chance-là. Donc c'est un mélange. Alors, moi, je suis un être qui prône l'éclectisme. Je dis, il n'y a pas de bon et de mauvais théâtre. Enfin, il y a du bon et du mauvais théâtre, mais il n'y a pas un style de théâtre qui serait nul. Alors, on va cracher sur le boulevard et puis on va dire, il faut absolument voir des œuvres hyper contemporaines. Non, moi, je viens de jouer au Théâtre du Rond-Point et à Toulon, d'ailleurs, chez moi, les deux amis de Pascal Rambert, qui est un auteur français qui a maintenant 60 ans et qui est un grand auteur français qui est joué dans le monde entier. Donc, je défends cette pièce qu'il a écrite pour nous avec Stanislas Nordet. Bon, pour moi, c'est un grand bonheur. Mais ce sont des textes qui vont parfois un petit peu choquer, un petit peu, disons, bouleverser certaines personnes. Mais je crois qu'il est important d'équilibrer entre là, quand on joue la pièce de Cocteau, aujourd'hui, elle est moins, disons, critiquée, elle est moins sulfureuse qu'elle ne l'était, parce qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir une bourgeoisie un peu décadente, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appellerait les bobos. Bon, donc voilà pourquoi quand on fait une programmation, quand on invite des artistes, on prend soin d'équilibrer. Il y a aussi aujourd'hui, et moi je suis un farouche partisan de ça, c'est-à-dire la parité à respecter le plus possible, de mettre en valeur plus que ça ne l'était il y a 30 ans ou même 20 ans, les femmes artistes, même si moi j'ai jamais genré, disons, les metteurs ou metteuses en scène avec qui j'ai travaillé, ou les actrices et les acteurs. J'ai toujours aimé le talent, ce mélange. Nous, je suis issu d'une famille de 3 filles et 3 garçons, et donc pour moi, la parité, elle est déjà là. dès ma naissance, si vous voulez. Enfin, presque. Après, mes 2 petites sœurs sont arrivées après moi, mais il n'empêche que j'ai ça chevillé au corps, et donc pour moi, je dis toujours, regardez, je vous présente 4 films, par exemple, Oui. 4 films, et je vous dis, je ne vous dis pas le nom du réalisateur ou de la réalisatrice de chaque film, et je vous mets au pari, je vous mets en gage de dire quel film est un film d'homme ou un film de femme. Donc ça veut dire, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le talent. Ce qui compte, c'est le talent. Mais après, il est vrai que historiquement, on est quand même dans une société qui a été très longtemps hyper patriarcale. Ça n'est pas fini, comme on le sait, dans le monde. Non. Hein, donc c'est encore une bataille qui est loin d'être gagnée, et en particulier mondialement, mais même en France. Et donc, il faut absolument rééquilibrer et montrer que l'égalité homme-femme, c'est pas juste un concept comme ça qui fait bien dans les ministères ou dans les radios. C'est quelque chose qu'il faut absolument appliquer chaque jour. Ce que vous faites aujourd'hui en le rappelant. Charles, on continue notre promenade au pays de vos chansons avec Brassens et les sabots d'Hélène, une chanson de 1954. Oh, merveilleux Brassens. Pourquoi cette chanson-là? Parce que chez Brassens, comme vous le dites, pourquoi cette chanson-là plus qu'une autre? Alors écoutons tout Brassens, et puis vous comprendrez qu'on peut... Et vous l'avez joué celle-là? Vous me demandez une chanson, donc Et vous l'avez joué celle-là? Oui, on l'avait joué.
Ah oui, 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 elle est absolument magnifique, mais j'aurais pu en choisir 20 autres, enfin même 100 autres. Brassens est un auteur, mais absolument mais extraordinaire. Et puis quel bel La vous force des parliez de mots, parité et et quel bel même hommage à la musical. femme et quel bel hommage à la femme Ah bah, et bien cette femme sûr, qui a l'air d'une fille de rien, enfin qui n'a pas tous les attributs, complètement. de la belle nana et dont les 3 capitaines l'auraient appelée vilaine, quoi et puis on s'aperçoit que c'est juste, une petite pépite, quoi. Bah C'est une voilà, magnifique comme quoi femme. les apparences. On l'écoute, Les sabots d'Hélène? Avec plaisir. Les sabots d'Hélène, le choix de Charles Berling dans Les chansons de ma vie. Charles Brassens, il avait un rapport assez ambigu, avec la croyance et la religion. Il dit Pas tellement ambigu. il se disait athée, en même temps, il en parlait beaucoup. Mais parce que il est normal d'en parler beaucoup, Il mais moi déclarait au aussi, fond: moi je «J'aimerais suis bien que Dieu existât». bah, Ça me paraît assez discutable, vu ce qu'on voit ce qu'il il disait exactement. Au fond, j'aimerais bien que Dieu existât, mais cela me paraît assez discutable au vu de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais, il en parle beaucoup en tout cas, bah, bien c'est sûr, quelque chose mais qui est pourquoi très présent. comment ne pas en parler quand on est, dans une société qui est depuis très longtemps, comment dirais-je? Influencée, qui est religieuse, très dans une grande majorité. Alors vous, vous définez Donc comme un athée moi, par convaincu. exemple, je me définis comme lui, comme Athée athée, convaincu. mais c'est pas parce qu'on est athée qu'on n'a pas, on n'a pas en nous, la question de Dieu. Parce que la question de Dieu, elle est extraordinaire et même l'envie, le la joie, le plaisir de découvrir des religions. Moi, ça les religions ce sont des fictions absolument extraordinaires. Mais pour moi, c'est comme C'est de la quand on fiction. parle du Coran, le Coran, ça a été écrit par des hommes, et y compris l'Évangile, et y compris. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est que Dieu, tout d'un coup, Dieu, c'est une notion, c'est une notion extraordinaire. Nous sommes bien entendu les fruits d'un mystère insondable. Donc, être athée, ça n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas se mettre au-dessus de la notion de Dieu, pas du tout, au contraire, mais c'est la questionner autrement. D'ailleurs, il y a 3 monothéismes, il y a de l'animisme, il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'interprétations de cette sensation, de ce mystère total et absolument bouleversant et je dirais même, pourquoi pas effrayant. On va continuer avec les chansons, alors avec quelqu'un qui a souvent évoqué Dieu et dans ses chansons, une artiste, auteure, compositrice, comédienne, c'est Barbara. Et Charles, vous avez choisi de nous faire écouter d'elle un petit bijou qui s'appelle Dis quand reviendras-tu, une chanson Oh, écrite en 1962, composée pour son grand amour de l'époque, Hubert Ballay, un diplomate qui était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Elle avait vécu 3 mois avec lui à Abidjan. Elle est revenue en France. Elle lui a envoyé 200 lettres. Le priant de revenir, lui disant même, enfin menaçant de lui trouver un remplaçant. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Elle le chante dans la chanson. ouais. Et puis bon, il n'est pas revenu et cette relation a fini. Lorsqu'enfin il est revenu à Paris, cette relation était déjà finie. Pourquoi cette chanson-là de Barbara? C'est comme pour ce que vous me disiez sur Brassens, c'est-à-dire Barbara, c'est un miracle de la chanson. Donc pourquoi pas celle-là? Parce que celle-là, dis quand reviendras-tu? Dis au moins le sais-tu? Enfin, il y a une perfection de cette Et mélancolie, c'est quelque chose qui vous parle à de vous, ce désespoir cette amoureux. attente amoureuse, cette attente dont on sent Bah, bien d'ailleurs je qu'il ne crois que ça reviendra parle à pas. tout le monde, oui. Mais non, c'est très beau. Je pense que des chansons comme ça, elles sont absolument intemporelles et en même temps, elles nous ramènent, puisqu'une, elles nous ramènent au temps, c'est-à-dire à l'attente, à l'espoir, à l'amour. Et tout ce qui fait la vie. On l'écoute. Oui, Dis quand reviendras-tu, Barbara. Dis quand reviendras-tu, Barbara. Charles Berling, c'est votre choix. Dans ses mémoires posthumes, Barbara a révélé la tragédie de son enfance, le fait qu'elle avait été abusée durant toute son enfance par son père. À la lumière de cette révélation, quand on réécoute l'œuvre de Barbara, est-ce que oui. vous la réécoutez de la même manière? Moi, je vais vous dire une chose. L'Aigle Noir, je ne peux plus l'écouter de la même manière Je que suis cette chanson. d'accord, je suis d'accord. Et moi, j'étais comme vous, c'est-à-dire que quand j'ai écouté au début, je n'avais pas du tout conscience de cette chose. Est-ce qu'on écoute les chansons différemment lorsqu'on en connaît l'histoire? Vous qui écrivez des chansons. Je crois que fondamentalement, on n'écoute pas différemment parce que la puissance, la force
de Barbara va au-delà, presque, non pas du sens, mais on n'a pas besoin de comprendre la biographie de Barbara pour être Et pour être bouleversé par séduit ses par la. chansons. Voilà, moi je dirais que c'est en ça qu'une chanson est très forte. Alors après, eh bien, on a en plus disons, ce savoir, Un petit mais supplément pour moi, d'émotion non. peut-être. Je pense qu'une œuvre se comprend en tant qu'elle-même. Alors, c'est bien aussi, et c'est fantastique de pouvoir la contextualiser, cette œuvre, mais ça n'est pas l'essentiel de l'œuvre. Alors Charles, le dernier de vos choix, écoutez, ça fait à peu près 3 ans que je fais cette émission. Un invité sur 3 choisit cette chanson. C'est Léo Ferré avec le temps. C'est un classique. Je pense que tous les dimanches, ou un dimanche sur 3, Bah et nos là, auditeurs c'est ont. pareil que ce qu'on disait sur les chansons de Barbara ou de Brassens, c'est-à-dire, oui, c'est au-delà du classique, parce qu'il a réussi à raconter en 3 minutes une vie entière. Euh, Avec il le arrive temps, à raconter, oui, avec le temps, on ce que n'aime nous plus. ressentons tous comme étant quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire euh, de la naissance à la mort. Donc un roman. En 3 minutes, il a fait un roman. Vous êtes d'accord avec le temps, on n'aime plus. Bah oui, en l'occurrence, on n'aime plus parce que quand on est, c'est-à-dire on n'aime plus, on est Il y a, devenu, oui. on redevient minéral. Donc la pierre, non, on n'aime pas. Non, On n'est dans plus ce sens-là, non. organique. Mais on Bah, peut. c'est ça qui veut dire. On peut l'entendre comme ça. Avec le temps, on n'aime plus. et, C'est alors, et c'est pas forcément la vieillesse dont il Il parle, y a c'est la les, mort. il y a les deux lectures possibles. Il y a Oui. les deux lectures Mais possibles. moi, j'ai toujours entendu comme étant Comme la la mort, mort. Je et ne pas crois comme la pas. vieillesse Oui, d'ailleurs, qui pouvait un tout sa petit vie peu le nous prouve. aigrir. Après, il est vrai qu'avec le temps, c'est-à-dire avec le temps qui passe, quand la vieillesse arrive, il y a Et son des, cortège de désabusion, on peut être voilà, aussi. on peut être désabusé, mais pour moi, il va au bout de la chanson. Il va dans la mort. Alors, est-ce que vous savez que cette chanson, avec le temps. Et là, pour le coup, pardon, Oui, mais je vous en prie. c'est un discours daté. J'entends bien. C'est-à-dire, non, je n'ai pas mon âme qui va être reçue par Dieu, machin, etc. Mais j'ai mon être qui va retrouver là d'où il vient, c'est-à-dire l'universel, c'est-à-dire la matière, le mystère de la matière. Oui, ça oui, mais c'est pas forcément mon âme qui va être en enfer ou au paradis. J'entends bien. Vous saviez qu'à la longue, cette chanson, avec le temps, Léo Ferré, avec le temps, il a détesté cette chanson. En 1984, au Théâtre des Champs-Élysées, il se met au piano. Effectivement, les gens étaient venus pour écouter aussi cette chanson. Oui. Et à un moment, il l'a fait, mais de manière totalement. Il y a un enregistrement de ça. Et il dit vous êtes venu pour ça. Vous voulez que je vous la fasse. Et honnêtement, il avait Oui, littéralement mais accélérer le tempo pour comme si c'était un passage obligé dont il voulait se débarrasser au plus oui, mais vite. ça, je crois que c'est, enfin, pour avoir fréquenté quelques chanteurs, je pense qu'il y a un moment donné où un chanteur, quand il se produit, il est dans son mouvement à lui Oui, artistique. il veut Et pas qu'on le ramène il est toujours. vrai que des tubes que des dizaines d'années vous devez absolument chanter en public, comme vous le dites, parce que le public le Attends ça. réclame, ben, il est normal, à mon sens, que ben, le chanteur, il trouve lui, au fond, il va se dire, je ne veux pas être réduit à une chanson. On ne le ramène qu'à ça Mais souvent, bien sûr. voilà, c'est donc je comprends très bien cette réaction, mais on ne peut pas écrire avec le temps cette chanson absolument extraordinaire euh, sans, sans avoir ce talent fou, quoi. Donc après, c'est autre chose là que de la chanter des années et des années et des années. En tout cas, nous on a Ce toujours. qu'il n'a pas en plus, moi j'ai choisi celle-là, mais Il n'a j'aurais pas pu écrit que choisir ça, le La monsieur. mémoire et la mer, j'adore, que je chante parfois et que j'adore, ou Les anarchistes. Une œuvre Il y magnifique. a des. Enfin, c'est-à-dire. On a que l'embarras du choix, On est bien d'accord qu'on ne réduira pas Léo Ferré à une chanson, mais on aura beaucoup de aussi plaisir magnifique soit-elle. et on a beaucoup de plaisir à l'écouter tout de suite. Avec le temps, Léo Ferré, le choix de Charles Berling. Charles, quand on demandait, quand Jean-Louis Foulquier demandait un soir à Léo Ferré, c'était quoi le talent?
il avait attendu 30 secondes, et c'est long, 30 secondes dans une émission de radio, un blanc comme ça, pour répondre. Le talent, c'est de tenir. Le talent, c'est de pas lâcher. À un jeune acteur qui viendrait vous demander aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui le talent, et vous lui diriez quoi? Bah, je lui dirais, c'est pas forcément d'être connu, de gagner de l'argent. Le talent, c'est aller vers ce qu'on est soi-même. C'est-à-dire, c'est accepter son propre trajet. Je dis toujours aux jeunes, vous n'imaginez pas la force que vous avez. Vous n'imaginez pas à quel point les vieux vous espèrent, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que la plus vieille, je dis les vieux pour dire la plus vieille génération, ça rejoint un peu la pièce de Cocteau, où les parents ont du mal à laisser la place aux enfants, à la vivacité des enfants, Au talent des enfants. au bouleversement que propose un enfant dans la vie d'une personne et donc d'un adulte. Donc je dirais que c'est pareil pour l'art dramatique. Les jeunes doivent prendre confiance et conscience de leur énorme pouvoir. Mais après, sans travail, un don n'est rien qu'une salmanie, comme dirait Brassens. Oui. Eh bien, après, le travail, c'est quoi? Le travail, c'est regarder le passé. C'est aller voir les œuvres des autres. C'est En fait, apprendre. c'est apprendre parce qu'on considère les œuvres qui vous ont précédé. On ne les traite pas avec mépris, on les traite avec, au fond, tout l'amour qu'on leur doit, parce que en plus, le temps, eh bien, permet de faire de ramener les choses plus essentielles à la lumière. Et il y a moins de profusion, mais il y a plus de... Il y a plus Et de comme les fond. grandes œuvres théâtre, c'est-à-dire le théâtre a cette immense euh, qualité, cette immense chance d'avoir un répertoire qui traverse des milliers d'années. C'est le cas de la pièce que vous donnez actuellement au Théâtre Hébertot. Je le rappelle, 60 représentations exceptionnelles jusqu'à la fin du mois d'avril, du mercredi au samedi à 20h30, le samedi à 15h, le dimanche à 15h30, au Théâtre Hébertot. Charles, avant de vous quitter, en vous remerciant d'avoir fait ce petit détour par le micro de Radio J, une question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que vous ait fait ce métier à ce jour? Eh bien, de, comment dirais-je, le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est qu'il attise toujours ma curiosité, mon désir. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce métier me lassera. Après, certains endroits du métier, il faut pas faire les choses si on n'en a pas une grande nécessité. Parce que sinon, c'est là qu'on se lasse. Mais pour moi, la curiosité, Et toujours là. l'amour du métier Et est toujours là et toujours toujours intact. intact, toujours. Et j'adore, et j'ai la chance comme directeur de théâtre de pouvoir le faire, eh bien produire justement la jeune génération, de De découvrir laisser la encore. place, de préparer cette place. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Merci